Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver dans le Monde en 7 de ce samedi 4 décembre 2021. Dans cette émission, on revient sur les principaux sujets qui ont retenu notre attention dans la diversité des sujets qui ont fait l'objet d'émissions tout au long de la semaine. Et pour ce samedi, on va parler de 4 sujets. Nous serons d'abord du côté de la Libye qui se prépare pour les premières élections présidentielles de son histoire. Cette élection présidentielle va-t-elle sortir le pays du chaos? On va parler également de la Guinée et évoquer cette semi-liberté pour l'ancien président Alpha Condé. En seconde partie, nous évoquerons le Togo et le Bénin. La menace terroriste se rapproche de plus en plus de la côte. Et puis, au Togo, on va parler du pass vaccinal pour avoir accès au lieu de culte. Eh bien, un pass qui passe très mal. Et pour parler de tous ces sujets sur le plateau avec moi ce jour, je reçois 2 invités. D'abord, Noël Adabadji, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes le premier secrétaire adjoint du parti politique Nouvelle Vision, en abrégé Non-Vie. Merci d'être là. Je vous en prie. Et puis face à vous, le député secrétaire général du Nouvel Engagement togolais, Vincent Kodjo Ameganvi. Bonsoir Vincent Ameganvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Niveau TV. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va tout de suite, donc, sans transition, aller du côté de la Libye. La Libye qui prépare la première élection présidentielle de son histoire. L'ancien président Muammar Kadhafi a été tué depuis 2011, bientôt 10 ans que le pays est plongé dans un chaos total. Et pour sortir de cette situation, la communauté internationale a préconisé que l'élection présidentielle et législatives soient organisées, des élections qui, selon le planning, doivent se tenir dans ce mois. Mais beaucoup de défis à relever. Plus de 90 candidatures ont été enregistrées. Je voudrais d'abord qu'on puisse commencer, Noël Adabadji, avant de revenir suivre l'avis des Libyens eux-mêmes dans un reportage, savoir, est-ce que pour vous, quand on regarde la Libye, 40 ans sous Muammar Kadhafi, 10 ans de chaos après lui, donc plus de 50 ans, c'est un pays qui est prêt pour des élections? Oui, une fois encore, je vous remercie et je salue également le président national Kodjo Viton et mes salutations à tous les membres du bureau exécutif et à tous les ambassadeurs d'Orton et de la Nouvelle Vision. Ok, pour la question concernant la Libye, les élections en Libye, les élections ont toujours été une bonne chose. Parce que les élections, c'est l'expression de la démocratie dans un pays. Donc si après 40 ans de gouvernance de Mohamed Kadhafi, et après sa chute, 10 ans de chaos que ce pays a subi jusqu'à ce jour, et que le moment vient à ce que les Libyens aillent aux urnes pour voter d'une manière démocratique, je pense que c'est une très grande avancée pour ce pays après cette longue période de crise. Très grande avancée, je retiens de votre intervention l'expression démocratique, c'est ça les élections, mais les élections, il faut y être habitué. Les Libyens, 40 ans sous Kadhafi, avant Kadhafi, il n'y avait pas d'élection, 10 ans de chaos. Est-ce qu'il est aisé de parler d'élections dans ce pays? Oui, je pense que il faut toujours commencer par quelque part. Donc, les élections, dans l'ordre normal des choses, c'est une étape à franchir pour, si nous voulons accéder, ou bien si nous parlons de démocratie dans un pays, les élections sont l'expression même de la démocratie, parce que ça permet de choisir celui qui doit prendre les rênes, ou bien les personnes qui doivent diriger le pays. Le pays est confié, ou bien est mis dans les mains d'une certaine personne donnée, donc on doit forcément passer par les élections. C'est vrai que pendant 40 ans, sous le règne de Kadhafi, il n'y a pas eu d'élection. Kadhafi était un guide. La Libye était comme une propriété privée pour Kadhafi. Au même moment... qu'il a bien géré. Qu'il a bien géré d'ailleurs. Kadhafi, quoi qu'on dise, la Libye, avec Kadhafi et la Libye d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je présenterai je prêterai l'idée de quelqu'un qui dirait que c'est le ciel et l'enfer. Parce que avec Kadhafi, c'est vrai que on disait qu'il n'y avait pas de démocratie.
Mais au même moment, les Libyens, au moins, la majorité des Libyens mangeaient au moins à leur faim. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas tout ce qu'on a connu avec l'après-Kadhafi. Donc je pense que oui, il faut remettre les pays sous de bonnes bases, il faut remettre les pays sous les rails. Et les élections, on est obligé de passer par là. Aujourd'hui, nous sommes dans une mondialisation, dans une globalisation. On est obligé de passer par les élections. On ne peut plus, on n'a plus quelqu'un de carrure de Kadhafi pour être guide pour les Libyens aujourd'hui. Donc on est obligé de laisser le destin des Libyens entre leurs mains et de leur permettre de choisir ceux à qui ils vont confier le destin de leur pays. Alors, d'accord. Qu'est-ce que les Libyens eux-mêmes pensent donc de ces élections qui se préparent? On va suivre dans cette illustration visuelle et sonore cet élément. En ce qui concerne les candidats, jusqu'à présent, aucun n'a pas présenté sa vision. Lorsque chacun d'entre eux aura présenté sa vision, nous pourrons alors voir qui est le plus digne. Quant aux anciens noms, ils ne devraient pas se présenter. Ils nous ont servi à rien pendant les derniers 10 ans. Ils devraient donner une chance aux nouvelles personnes. Par contre, ceux-ci ne sont pas connus par le public. Donc, ils devraient au moins présenter un programme politique et nous dire ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc, ils devraient au moins présenter un programme politique et nous dire ce qu'ils ont l'intention de faire. On voit donc qu'au niveau de la population libyenne, il y a quand même une certaine attente de ces élections. D'abord, un fait majeur, 98 dossiers de candidature. Tout de même, c'est énorme en Libye. C'est vrai que la Libye, c'est un vaste pays, mais avec je pense que ça fait presque 5 fois la France, mais avec une très petite population, 98 dossiers de candidature pour les premières élections. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est la vitalité démocratique? Oui, du moment où ces candidatures ont rempli toutes les normes possibles, c'est une bonne chose pour moi. À mon avis, c'est une bonne chose. Et aussi, c'est l'expression aussi de la démocratie. Vu tout ce qui s'est passé dans ce pays jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes auront des aspirations pour pouvoir remettre les pays sur de bonnes bases et changer les choses, vouloir mieux faire, plus que ce que les prédécesseurs ont fait. Donc 98 dossiers, oui, mais c'est dans la course qu'on verra vraiment. Qu'on verra vraiment la personne compétente. Il doit pouvoir mettre le pays sur de bons rails et faire encore plus que ce qui a été fait dans le passé par Mohamed Kadhafi. Donc, en termes généraux, moi, je trouve de ce côté que c'est une forme d'expression de la démocratie. Oui. Voilà. D'autant plus que toutes ces candidatures ont rempli les conditions requises. Alors, bon vent. Et on souhaite la bonne chance à la personne qui sera l'heureux élu. Même sentiment, c'est l'expression de la démocratie. Oui, mais je pense que pour une première, tout le monde a voulu s'essayer à la chose. Donc on ne peut pas... La Libye est un pays qui a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses, qui a été dirigé où les Libyens veulent redécouvrir la Libye de Kadhafi. Donc tout le monde pense que chacun pense qu'il peut essayer d'apporter sa pierre à la chose. Donc 98 candidatures, oui, c'est énorme, mais il faut pas non plus croire que tous les candidats seront sur la ligne de départ. Aujourd'hui, c'est des candidats qui peuvent désister, d'autres c'est juste pour voir s'ils peuvent s'essayer à la chose, s'ils ont une petite popularité ou après ça, on sait que la bataille va se ranger entre 2, 3 ou 4 camps maximum. Donc là, c'est la ligne de départ et chacun veut prouver que oui, il peut, ou bien pour d'autres ambitions, chacun dépose sa candidature pour voir. Mais sur le long terme, quand les élections, le starting block, tout le monde sera sur le starting block, on verra qu'il y aura beaucoup de désistements. Et puis il ne faut pas oublier aussi que la communauté internationale a insisté pour que ces élections soient inclusives, pour que tout le monde puisse participer. Donc, justement, est-ce que vous avez le sentiment que c'est des élections des Libyens ou de la communauté internationale? Les deux. Pour moi, c'est les deux. Et des Libyens et de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences pour la Libye, il y a eu beaucoup de rencontres pour ce qui se passe en Libye. L'ingérence de la communauté internationale est tellement grande qu'on se croirait dans un pays international, si je peux prêter ce mot-là.
Avec tout, parce que il ne faut pas oublier que la Libye est devenue ce qu'elle est aujourd'hui aussi à cause de la communauté internationale. Oui. C'est la communauté internationale qui s'est ingérée beaucoup dans la Libye pour qu'on en arrive à ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et si la communauté internationale pense qu'elle doit appuyer la Libye ou bien apporter son petit coup de pouce pour que les choses rentrent dans l'ordre, bon, quoi de plus normal. Maintenant, il ne faut pas que la communauté internationale désigne les dirigeants pour les Libyens. Non, là, on risque de rentrer encore dans des dérives, dans tout ce qu'on a connu. Il faut laisser les Libyens choisir les personnes qui doivent les conduire, les personnes qui doivent les diriger. Alors justement, laisser les Libyens choisir les personnes qui doivent les diriger. Les armes ont crépité dans ce pays pendant 10 ans. Donc c'est un pays qui est très habitué aux armes. La question qui se pose, est-ce que c'est par les élections que ce pays peut sortir du chaos? D'une part, je dirais oui. Et d'autre part, je dirais que ça dépendra du futur dirigeant. Et ça dépend aussi de la volonté des Libyens aussi. Parce qu'on sait que la Libye n'est pas actuellement occupée par seulement les forces libyennes d'antan, mais il y a aussi d'autres forces extérieures qui se sont implantées, des forces étrangères qui sont implantées maintenant à la Libye. Et maintenant, tout le monde, avec les États qui veulent aussi profiter de la Libye selon des intérêts personnels à eux. Donc, toutes ces forces sont concentrées actuellement à la Libye. Maintenant, que faut-il faire? Il faudra quand même analyser la condition dans laquelle se préparent ces élections pour ne pas arriver à un chaos encore plus désastreux que ce que la Libye a déjà connu. Aujourd'hui, il y a les armes qui circulent à Libye à tout bout de champ. Partout, tu peux voir les armes. Parce qu'aujourd'hui, la Libye a une instabilité. Il y a une instabilité politique, civile et morale. Maintenant, chacun veut construire son pays. Et même ceux qui ont des armes aujourd'hui trouvent un intérêt dans ce pays-là. Maintenant, cet intérêt, c'est à travers quoi est-ce qu'ils peuvent en profiter? C'est à travers les guerres civiles? Oui, pour certains, oui, et pour d'autres personnes, non. Maintenant, si les conditions d'organisation de ces élections sont améliorées, revues, et un travail de fond est fait, et chacun prend conscience, en fait, de la chose, ils savent que ce qu'on a vécu les 10 années passées, là, ça ne va pas avantagé. Il faudrait maintenant qu'on remette les choses sur les bonnes bases. Je pense qu'il peut y avoir les armes qui vont circuler dans le pays, mais selon la conscience nationale et selon la volonté de chaque citoyen dans ce pays, quelque chose peut être fait et être apprécié par l'opinion internationale et par les Libyens également. Mais ici, c'est surtout un conflit par puissance interposée. Quand on regarde dans le fond le conflit libyen, on se dit c'est les États-Unis, c'est les Occidentaux, c'est les Orientaux de l'autre. C'est eux qui se battent par l'intermédiaire des Libyens. Voilà. Et donc, est-ce que les élections règlent ça? C'est bien vrai que quelqu'un de l'extérieur peut venir manigancer la paix dans une maison. Mais si les filles de cette maison sont unies entre eux, je pense que l'ennemi qui viendra de l'extérieur ne peut pas percer autant que ça. Ils ont déjà suivi des expériences dans le passé. Ça fait 10 ans que l'ennemi perce aussi. Voilà, ça fait 10 ans. On dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est possible que 10 ans de calvaire, 10 ans de chaos total, le pays, par une prise de conscience par les citoyens, sursaut patriotique. Voilà, et quelque chose peut se passer de bon pour pouvoir améliorer quand même la condition actuelle. C'est bien vrai que les Occidentaux, il y a des intérêts pour lesquels ils se battent dans ce pays. C'est bien vrai. Il y a aussi la Turquie d'un côté, il y a la Russie, il y a les États-Unis aussi, il y a la France. Il y a beaucoup de pays qui s'injectent dans cette crise. Chacun... Aujourd'hui, il y a des intérêts qu'on sait que c'est public, on sait que c'est par rapport à ça qu'ils sont là. Certains, c'est pour la paix, certains, c'est pour préserver l'intégrité de la nation, la diplomatie, etc. Mais on sait qu'il y a aussi d'autres intérêts cachés qui sont là, qu'on ne peut pas, qui sont en jeu. Maintenant, ces intérêts, c'est à trouver dans les guerres civiles ou bien c'est à trouver dans l'unité nationale. C'est pourquoi je dis les vrais bénéficiaires de cette paix et de cette unité nationale, ce sont les Libyens eux-mêmes. Tant qu'ils seront engagés à travailler main dans la main, à organiser une élection paisible,
je pense que quelque chose de bien peut être fait. Peut être fait dans ce pays. Nous sommes en direct donc sur New World TV dans l'émission Le Monde en 7. Vous pouvez aussi, si vous voulez, réagir à nos débats écrits par WhatsApp au 90 00 94 74. Je me ferai le plaisir de lire votre message en direct à l'antenne. Vincent Amégavi, on a suivi dans l'extrait tout à l'heure des propos tenus par ces deux Libyens. Quelqu'un dit « Les anciens ne devraient pas se présenter ». Mais quand on regarde 98 dossiers de candidature, je l'ai dit, on a des noms qu'on connaît. Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien Muammar Kadhafi, l'ancien président. Il y a Khalifa Haftar, le maréchal, qui a déposé également son dossier. Même le Premier ministre, qui ne devrait pas se présenter, Abdelhamid Dbeiba, il a déposé son dossier. Est-ce que pour vous, ce schéma de candidature-là augure d'élections apaisées? Des élections apaisées, oui peut-être, mais c'est après l'élection. C'est souvent les élections, oui, ça se passe après les élections qu'on verra, c'est à la proclamation des résultats qu'on verra si ces élections règlent un problème ou pas. Parce que oui, les Libyens, il y a certains qui disent qu'ils ne veulent pas et qui ne veulent plus des anciens, mais les nouveaux, quelqu'un d'autre aussi l'a dit, on ne les connaît pas. Oui. On ne sait pas ce dont ils sont capables. Oui. Mais les anciens, oui, on sait déjà tel et tel. Donc oui, on peut compter sur les anciens, on peut compter sur tout le monde. La Libye, on peut compter sur tout le monde aujourd'hui. Moi, ce que je crains plus, c'est l'après-élection. Parce qu'aujourd'hui, chaque camp a une puissance derrière lui. Ouais. Chacun a une puissance derrière lui. Donc, que ce soit le maréchal, que ce soit le Premier ministre, que ce soit Saïd, tout le monde se bat sur une puissance pour rentrer en jeu. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les puissances sont en train de faire une guerre là-bas. Mais une guerre en passant par les Libyens. Ils s'attaquent en passant par les Libyens. Chacun, vous n'imaginez même pas que des étrangers puissent, les mercenaires étrangers puissent venir faire la guerre en Libye, dans un pays. Oui. On envoie des militaires d'autres pays pour venir même combattre dans un pays. On voit jusqu'où le degré de la violence, jusqu'où les choses sont tombées bas. Donc oui, moi je pense qu'on peut compter sur ceux qui sont déjà là aussi. Mais bon, après, on a déjà essayé de faire un gouvernement d'union où le gouvernement d'union a écarté certaines personnes, et ce qui complique beaucoup la situation. Maintenant, un président qui sera élu, est-ce qu'il va vouloir diriger tout seul ou bien il va vouloir essayer d'appeler les autres aussi pour gouverner? Tout ça, c'est le wait and see, on verra bien. Mais je crois qu'on peut compter sur tout le monde. On peut le faire. Vous avez vu le feuilleton du dossier de Saïf al-Islam Kadhafi, dossier rejeté par la commission. Et puis, lorsqu'il a fait recours et que la Cour allait statuer, eh bien, les hommes de Khalifa Haftar sont venus avec des armes, ont tiré pour empêcher la Cour de se réunir par deux fois. Ça veut dire que élection en Libye, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Oh, ça c'est clair, c'est pas gagné d'avance. C'est même la candidature du Premier ministre. Normalement, pour être candidat, il faut démissionner de 3 mois à l'avance. Mais là, nous sommes en décembre et il dépose sa candidature sans même avoir à démissionner. Donc ça pose problème. Maintenant, en ce qui concerne le fils de Kadhafi, oui, le Macha Haftar est remonté par la situation parce qu'il pense que dès que le dossier est rejeté par la commission électorale, c'est fini, il n'y a plus de moyens pour que le fils de Kadhafi revienne. Mais non, les tests, quels tests ils ont même, il faut voir les tests. Les tests disent que oui, un candidat peut faire recours. Donc, Saïd a fait recours et oui, normalement même, on doit attendre que le recours se finisse, que se fasse, que la Cour décide d'abord. Et s'il y a des protestations à faire, on va le faire. Maintenant, non, là, il est venu tirer pour empêcher même les juges de se réunir pour siéger, pour donner une suite à l'appel
du fils de Kadhafi. Donc, on voit que, quoi qu'on dise, chacun veut montrer, chacun a une force qui veut montrer, et ça risque de donner encore des sueurs froides aux Libyens et à la communauté internationale. Est-ce que ça a été une bonne chose en Libye de faire ces premières élections et de laisser des gens comme le maréchal Khalifa Haftar, on sait le rôle qu'il a joué dans le conflit, de laisser ces gens être candidats? Oui, d'abord, parlant du maréchal, on sait qu'il y a déjà un conflit entre lui et le papa, et Mohamed Kadhafi, qui a duré beaucoup d'années jusqu'à ce que le colonel Kadhafi ne tombe. Mais aujourd'hui, de laisser participer à des élections, mais si on le refusait de ne pas y participer, est-ce que c'est démocratique? Ce n'est pas aussi démocratique. Tant qu'il est éligible, il veut participer. Mais moi, ma question, maintenant, dans les discussions, ce qui me vient à l'esprit, c'est quoi? Quel est le travail préalable qui a été fait avant que les élections ne soient organisées pour ce mois de décembre? C'est dans ce mois. Il ne reste que quelques jours pour les élections. Le 24 décembre. Voilà. Maintenant, quels sont les travaux préalables qui ont été faits? Il doit y avoir un travail préalable de fond qui doit être fait. Surtout du côté des armes, comme venait de le dire. C'est bien vrai, les armes existent déjà. On peut passer par le désarmement, passer par beaucoup de stratégies avant d'en arriver là-bas. Avoir les conséquences, les résultats de ça, avant de pouvoir rentrer dans la phase électorale. Maintenant, on est à quelques jours des élections. Et récemment, Saïf, vient interrompre tout avec une armée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au cours de ces élections et après ces élections? C'est une question à poser. Maintenant, quand je reviens sur le cas du maréchal Haftar, par exemple, c'est bien vrai, il répond à des conditions. C'est pourquoi il s'est présenté. Maintenant, c'est à la population, c'est dans les urnes maintenant qu'on va voir si effectivement il est désigné par la population ou pas. Mais si on l'empêchait, peut-être ça va causer encore d'autres problèmes. Parce que ça va être antidémocratique. Maintenant, on le laisse participer. Maintenant, c'est à lui maintenant de prouver les temps qu'il a fait depuis avec le papa, ce qu'il a regretté, ce qu'il est venu faire. Ce qu'il va prouver maintenant la Libye, c'est à lui maintenant de faire le fruit de bonne foi. Donc, l'empêcher de participer à ces élections, je pense que ça ne peut pas être le cas. Mais le laisser participer, laisser le peuple maintenant décider. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous l'avez rappelé tantôt, les élections, parce qu'il y a une présidentielle et des législatives, c'est le 24 décembre. Très honnêtement, on peut voter le 24 décembre en Libye? Oui et non. Oui, parce que tout s'accorde à y aller le 24 décembre. Je pense que sur la forme, oui, on peut y aller, mais sur le fond, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que c'est vrai qu'il y a plus d'un an, il y a pratiquement un an qu'il y a eu un cessez-le-feu et que la guerre qu'il y avait en Libye, on n'a plus ça. Il y a un semblant d'accalmie. D'aucuns diraient même qu'une petite paix. Mais une paix précaire, oui, les armes, les gens ont toujours des armes. Les gens sont toujours campés sur leur position avec les militaires, avec eux et tout ça. Donc oui, on a signé un accord de cessez-le-feu en juin de l'année dernière, et puis ça a permis de ne plus avoir tellement de civils qui sont tués par-ci par-là. Et oui, c'est vrai que même avec ce cessez-le-feu, il y a eu des assassinats. Ça, on ne va pas se cacher. Il y a eu de nombreuses violations de cessez-le-feu. Vraiment, il y a eu des violations de cessez-le-feu. Mais la guerre en tant que guerre aujourd'hui est a un peu diminué. Maintenant, tenir cette date de 24 décembre, personnellement, je ne suis pas certain. Quoique les formalités, ou bien sur la forme, oui, on peut le faire, mais sur le fond, il reste beaucoup à faire. 24 décembre, c'est dans quelques jours. Et les Libyens aller aux élections le 24. Bon, on verra. Moi, personnellement, je les encourage à y aller pour finir une fois pour de bon avec cette histoire. Mais si aller aux élections le 24 décembre risque
de nous replonger dans une guerre civile en Libye. Bon, je préfère encore la calmie d'aujourd'hui, quoi. 24 décembre, il faut se rendre à l'évidence que mathématiquement, ce n'est pas vraiment possible. Mathématiquement, vu la situation, ce n'est pas possible. Mais ça peut être possible. Ça peut être possible. Ça dépendant de l'engagement de tout un chacun pour aller à ces scrutins-là. Ça dépend d'un engagement de tout un chacun d'eux. Si vraiment ils veulent une Libye réconciliée, unie, plus forte, plus qu'avant, même aujourd'hui, on peut faire les élections. Mais est-ce qu'il y a un problème si on regarde la situation, on regarde les conditions d'organisation, on se dit, mettons 2022? C'est une proposition. Ça peut être possible, ça peut ne pas aussi être possible. Parce que le 24 décembre, c'est un peu comme une date de la communauté internationale, mais finalement, on regarde l'organisation, rien n'est véritablement fait. Je l'ai dit, la Libye, c'est grand comme 5 fois la France. Oui, effectivement. Mais d'autant plus que les candidats sont déjà préparés pour le 24. Ce n'est pas une date qu'on apprend aujourd'hui. Ils le savent déjà. Et peut-être ils ont déjà pris leur disposition pour y être. Alors, nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance. Bonne chance. Voilà. Pour ce scrutin. Passons maintenant au second sujet. Nous restons sur le continent. On va du côté de la Guinée maintenant. Et cette semi-liberté pour l'ancien président Alpha Condé. Alpha Condé renversé du pouvoir par une junte militaire conduite par le colonel Mamadou Doumbouya. Alpha Condé était détenu par la junte qu'il avait renversée, jusqu'à jeudi dernier où il a pu être libéré et se trouve actuellement dans la résidence d'une de ses épouses. C'est Vincent Méganvi, j'ai envie de dire une nouvelle importante pour Alpha Condé de recouvrer la liberté. Oui, c'est une nouvelle très, très importante pour Alpha Condé. Maintenant, est-ce qu'il a recouvert la liberté? Ça, c'est à voir. Au parce moins, que il dort avec sa femme. Oui, aujourd'hui, il est à la maison. Oui. Quand on dit il est à la maison, il est assigné à résidence. Il est gardé. Hein. Il a au moins son cuisinier, le fameux cuisinier de tout le temps. Il a au moins son médecin personnel qui est avec lui. Il a sa femme. Mais il est interdit de sortir. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas faire de mouvement. Il n'a pas droit à son téléphone et tout ça là. C'est toujours, il n'est pas totalement en liberté. Mais c'est un grand pas. C'est un grand pas. Ça prouve que le colonel Doumbouya n'a pas envie de faire la chasse aux sorcières. Non, oui. Il veut vraiment réconcilier ce pays-là. Mais bon, c'est pour aussi sa propre sécurité, hein, M. Alpha Condé. Aujourd'hui, si on laisse vraiment M. Alpha Condé en liberté dans ce pays, dans la Guinée que nous connaissons aujourd'hui, on peut dire aussi que c'est pour protéger sa vie aussi. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont énervées contre ce monsieur. Donc je pense que en partie c'est de trouver la bonne formule pour essayer de libérer l'ancien président de la Guinée. Mais bon, la résidence chez sa femme, avec sa femme, c'est déjà une bonne chose, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Il n'est plus dans le palais de Mohamed V. Maintenant, il est à domicile. C'est un grand pas. On doit féliciter. Il faut aussi dire que c'est peut-être aussi un moyen pour l'équipe en place en Guinée, le gouvernement en place en Guinée, de faire un clin d'œil à la CEDEAO aussi. Hein. C'est peut-être un clin d'œil à la CEDEAO. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Pour Alpha Condé, donc recouvrer sa liberté, c'est vrai que Vincent Méganvi le rappelait, il n'a pas droit au téléphone, mais il peut quand même recevoir de la visite. Il se retrouve en famille, et ça, c'est pas négligeable. Oui, c'est une nouvelle très importante pour Alpha Condé. Sous d'autres cieux, dans d'autres conditions, on l'aurait déjà abattu. Oui, mais de grâce, par la grâce divine, il est encore en vie, et il n'est pas dans un endroit isolé où on ne sait même pas où il est. Aujourd'hui, il est avec sa femme. Pour nous les hommes, être avec sa femme et dans sa maison, c'est une très bonne nouvelle. 90 ans, quand même, le papa a beaucoup fait. Donc tout ce qu'il faut pour lui maintenant, c'est de se reposer.
Donc moi, je pense que c'est un repos, c'est une bonne nouvelle pour lui d'être avec sa femme, son épouse, dans la maison, même si il n'a pas droit au téléphone, il n'a pas droit à certaines choses qu'il en avait droit avant. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour lui. Il n'est plus dans les mains des autres, mais quand même il est dans sa maison. C'est dans sa maison. Il n'a pas droit au téléphone, il est avec son cuisinier. C'est-à-dire que c'est déjà un grand pas pour lui. Il peut manger il peut s'en féliciter de ça. Il peut manger 2 fois. Il peut manger 2 fois et être tranquille chez lui. C'est une très bonne nouvelle pour lui. 90 ans. Mais qu'est-ce qu'on a encore besoin? 90, non, je pense qu'il est à 83 ans. Si 83 ans, oui, des 80. Il a encore besoin de quoi en fait? Que de se reposer. Moi, je pense que c'est un repos qu'on lui a donné. Et maintenant, ça dépend de comment est-ce qu'il va gérer ce repos. Est-ce qu'il va le gérer d'une manière très sage, à ne plus perturber la paix des citoyens dans le pays, ou bien rester dans ce repos et encore bouger les choses? Ça, l'avenir nous le dira. Mais quand même, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Le fait que la junte n'ait pas choisi d'envoyer Alpha Condé en exil, c'est aussi un point positif ou bien pour eux, c'est un calcul. On ne va pas l'envoyer en exil pour qu'il devienne nuisible pour nous. Oui, ça dépend de quel côté on regarde la chose. C'est vrai que pour la junte et même pour les Guinéens, c'est pas bien d'envoyer M. Alpha Condé en exil. Parce que, quoi qu'on dise, depuis l'exil, on peut faire tout ce qu'on veut au pays. Hein. On a connu dans des pays où les gens étaient en exil et ont formaté des coups d'État dans des pays. Donc, oui, c'est pour avoir un œil sur le monsieur, c'est pour ça qu'on ne la voit pas en exil. Et après tout, c'est un Guinéen, hein, Alpha Condé aussi. D'aucuns diraient même que Alpha Condé doit être jugé dans son pays parce que il a eu des choses qu'il a eu à faire et que les gens n'ont pas aimé, les Guinéens n'ont pas aimé, et on lui réclame des comptes qu'il aura à rendre. Maintenant, est-ce que l'envoyer dans un autre pays, est-ce qu'il aura à rendre ses comptes dans l'autre pays ou comment? Donc il y a beaucoup d'aspects en jeu et je pense que pour le gouvernement actuel même, ils seront plus sereins à avoir Alpha Condé sous la main que de l'envoyer en exil avec comme demande la communauté internationale ou de certaines personnes. Et en même temps, en le libérant, la junte règle également un autre problème avec la CEDEAO. Bien entendu, je pense que c'est bien calculé. Le monsieur là, il n'est pas totalement, il est très intelligent. Il règle un problème avec la CEDEAO parce qu'on va le rappeler, la CEDEAO a mis des sanctions sur certaines personnes en Guinée. Et ça permet aujourd'hui à ces personnes-là ou aux dirigeants guinéens de montrer à la CEDEAO que oui, nous sommes ouverts. Voilà. Nous, Alpha Condé, vous avez demandé qu'il soit bien traité, tout ça là. Nous vous montrons que Alpha Condé est bien traité. Nous vous montrons que Alpha Condé aujourd'hui est libéré. Quoi qu'on dise, c'est une libération. Hein. C'est pas une libération totale, mais c'est une libération avec des conditions. Donc, oui, c'est un pas vers la CEDEAO, surtout que la CEDEAO va se réunir très bientôt encore sur la question. Donc, c'est un pas vers la CEDEAO pour que la CEDEAO aussi se rende compte que la Guinée essaie de faire des efforts pour sortir, pour restaurer les choses. Maintenant, le grand problème aujourd'hui de la Guinée avec la CEDEAO, ce sont les élections. Donc, ça, c'est un autre problème. Justement, les élections, on va en parler tout de suite. On sait que la CEDEAO a à l'œil les Guinéens qui doivent donc organiser des élections. La CEDEAO a donné 6 mois à la jeune pour préparer ces élections. On va regarder à nouveau cet élément avec cette position de la communauté internationale sur l'évolution des choses en Guinée. La CEDEAO a eu à tenir 3 sommets extraordinaires sur la situation en Guinée et au Mali. Nous y avons pris part à tous ces 3 sommets et nous les avons toujours encouragés à pouvoir agir en sorte que l'ordre constitutionnel puisse revenir le plus rapidement possible. Nous étions de ceux qui ont dit qu'il faut des délais raisonnables par rapport à la Guinée. Voilà donc la CEDEAO, sa position sur la Guinée. On parle de délai raisonnable. 6 mois pour la jeune, pour que la jeune organise les élections. C'est un délai raisonnable? Oui et non. Ça dépend de la volonté de la junte pour l'organisation de ces scrutins. Oui,
Parce que mais déjà, cette crise a commencé, ça fait déjà quelques mois. Maintenant, ajouter 6 mois pour ça. Je pense que 6 mois, c'est un délai raisonnable quand même pour organiser une élection. Si la CEDEAO le dit, c'est pas connaissance de cause aussi. Et c'est par rapport aussi à la situation actuelle de la Guinée. Oui, 6 mois pour organiser une élection. La Guinée n'a pas été plongée dans les crises en tant que telle comme la Libye, par exemple. Oui. Donc 6 mois, presque demi-année pour organiser une élection, je pense que s'il y a la volonté, ça va se faire. Mais c'est vrai que la Guinée n'a pas connu la même situation sécuritaire que la Libye. Mais vous savez, en Guinée, quand vous prenez ne serait-ce que la Constitution, il y a eu un gros débat sur ça. On a proposé une autre Constitution par référendum, mais c'est une autre Constitution qui a été promulguée. Et donc, il y a comme, au niveau des institutions, il faut tout remettre à plat. Et c'est un gros travail. En 6 mois, on peut y arriver. Oui, il faut vite le faire et bien le faire. Donc à 6 mois, c'est possible. On peut le faire. 6 mois, pour vous, vous pensez que ce délai, il est trop Non, rapproché pour moi, 6 mois, on ne fera que bâcler le travail. 6 mois, pour moi, on fera que faire quelque chose qu'on aura encore à refaire après. Hein. Pour moi, la CEDEAO doit vraiment discuter avec les Guinéens, toutes les parties prenantes aujourd'hui, discuter avec eux et leur demander vraiment ce qu'ils veulent. Ce n'est pas à la CEDEAO aujourd'hui de décider pour la Guinée. Ouais. C'est vrai que nous sommes dans une communauté et qu'il y a des règles qui régissent cette communauté, il y a des choses. Mais tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi, comme on le dit. Donc il faut discuter avec les Guinéens, leur demander qu'est-ce que vous voulez. Combien de temps vous pensez, vous, Guinéens, vous pensez, que ce soit l'opposition, que ce soit la junte au pouvoir, que ce soit la majorité, tous doivent être ensemble pour dire aujourd'hui, oui, dans une année, si tout le monde dit en Guinée que c'est dans 6 mois, ils peuvent le faire, tant mieux, on y va. Si on dit c'est dans une année ou bien c'est dans 2 ans, laissons-leur le temps de le faire. Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui presse aujourd'hui en Guinée? Moi, je ne sais pas. La Guinée... Bon, mais il y a les délais de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, pour le retour des civils au pouvoir. Oui, c'est vrai que la CEDEAO n'accepte plus les pouvoirs militaires. Oui, mais la CEDEAO dit aussi qu'on ne peut pas changer les tests 6 mois avant l'élection. Mais il y a l'incident qui dit que mais si tous les acteurs s'entendent, on peut le faire. Donc aujourd'hui, pourquoi on ne demande pas aux acteurs de s'entendre? Si les acteurs arrivent à s'entendre aujourd'hui pour dire que oui, dans 6 mois, nous allons faire les élections, mais ils le feront. Si on dit non, 6 mois c'est trop peu, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent le chantier qui est là. On ne peut pas aujourd'hui imposer 6 mois. C'est vrai que c'est une pression pour la CEDEAO, que la CEDEAO met sur la Guinée pour le retour des civils au pouvoir. Mais il ne faut pas oublier que la CEDEAO était là quand les choses se passaient, la CEDEAO n'avait rien dit. Donc tout ce sentiment-là, les Guinéens ont ce sentiment-là contre la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la CEDEAO est encore aujourd'hui en train d'imposer des choses en Guinée. Oui, ça se digère mal en Guinée. Toutefois, il faut vraiment aller aux élections, ou bien il faut vraiment que les choses reviennent dans l'ordre, dans les plus brefs délais dans ce pays, pour remettre ce pays sur les rails, parce que, quoi qu'on dise, ce pays n'est pas encore au niveau où il doit être dans le Conseil des Nations. Alors, en tout cas, une chose est sûre, au niveau de la prochaine élection présidentielle, le colonel Mamadou Doumbouya a promis, il ne sera pas candidat. C'est quelque chose d'important, ça. Oui, c'est très important. Mais c'est arrivé au dernier moment qu'on saura s'il va tenir à sa parole ou pas. Parce qu'il y a un jus au niveau du fauteuil présidentiel, que quand vous goûtez à ça, c'est difficile de partir. Mais nous souhaitons que ce soit le cas. Parce que dans notre Afrique ici, dans la CEDEAO, il y a des présidents qui ont dit « Je préfère laisser les jeunes postuler, les jeunes aller et diriger, que la nouvelle classe émergente puisse diriger le pays. » Mais au moment venu, ils se sont encore présentés. Puisqu'il n'y a pas de jeunes, voilà. La nature a rendu vide. Allons nous dire qu'il n'y a pas de jeunes? Ou bien ils n'ont pas préparé leur relève? Ça, on ne sait pas. Donc si le colonel Doumbouya l'a dit, et au moment venu, il le démontre par les faits, une chose est de dire, et une autre est de le faire. Mais s'il l'a dit, et puis il le fait, alors, bravo. Là, ce serait un exemple pour la population, pour notre jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin des exemples qu'on ne trouve pas encore. C'est rare que les jeunes Africains que nous sommes aujourd'hui puissions trouver des exemples. Il y a seulement quelques-uns.
Mais aujourd'hui, comme nos dirigeants, nos aînés qui sont là, on veut vraiment voir des bons exemples chez eux, s'inspirer de ça et pouvoir aussi faire mieux. Mais malheureusement, on ne le voit pas. Si Doumbouya a peut-être libéré la Guinée des mains, entre guillemets, d'Alpha Condé, et dit, ok, dans les 6 mois à venir, dans l'ordre des scrutins, il ne va pas se présenter, il va laisser les autres pour se présenter. Alors, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait qu'il respecte sa parole, il faudrait qu'il fasse preuve de ce qu'il a dit, et on va l'acclamer. Au niveau de la Guinée, la situation actuelle, parfois on a l'impression que c'est une première, mais c'est un pays aussi habitué au coup d'État. Et on a vu ce que ça a toujours donné. Qu'est-ce qui fait dire ou qu'est-ce qui peut faire dire que cette fois, c'est la bonne? Ah non, hein, cette fois, c'est pas la bonne. Je dirais pas. Tout à l'heure, mon cher ami disait que c'est le wait and see. Moi, je pense qu'il ne va pas tenir parole, ce monsieur. Il ne va pas tenir parole. On sait, les gens ont donné leur parole de militaire dans des pays pour ne plus se représenter aux élections. Mais au moment venu, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, il est encore un peu dans l'innocence, dans le... Mais la politique, c'est la politique. Hein. Dès que tu goûtes, ben, tu prends goût après. Je pense que le moment venu, il trouvera toujours la manière de faire passer la chose. Il trouvera toujours la manière. Soit c'est la population qui demande à ce qu'il se présente, soit il y aura toujours. Mais bon, moi, je ne vois même pas pourquoi il donne parole pour ne pas se présenter. Je ne vois même pas pourquoi il ne veut pas se présenter. Pourquoi il est guinéen? Il dirige la transition et qu'on sait que quand vous dirigez la transition, l'une des règles, c'est que vous n'êtes pas candidat. Oui, mais il peut démissionner de la transition. En même temps, ils ont voulu faire un truc similaire où on a pris quelqu'un pour... il était second de quelqu'un, après il a encore renversé la personne et tout ça. Je pense que oui, il peut. Il peut. Moi, pour ma part, le fait de dire aux gens que vous ne pouvez pas, c'est ça qui rend les gens... Bon, là, c'est lui-même qui dit « je ne veux pas ». Oui, bon, ok. Si, moi, bon, ok, pour ma part, je ne suis pas sûr qu'il va laisser, mais j'attends de voir. Ce serait un vrai précédent pour les pays africains et je pense que ce serait aussi une très bonne chose pour dire que oui, quand on donne une parole, on la respecte, on la tient. Et ça peut prouver aujourd'hui que oui, les Africains ne sont pas tous comme on l'imagine, qu'il y en a qu'il y a des hommes ou bien des politiciens ou bien certaines personnes qui ont des principes et quand ils arrivent au pouvoir, ils respectent ces principes-là. Ce sera une très bonne chose et moi, j'attends de voir ça. En tout cas, la Guinée a aussi ses démons. C'est aussi le problème ethnique dans ce pays. Vous savez que celui qui a été renversé est un Malinké. Même Mamadou Doumbouya, il est Malinké. Il y a une très forte opposition entre les Malinké et les Peuls. Le chef de file de l'opposition, il est Peul. Il y a toute cette salade qui... vous pensez qu'au niveau de la transition, c'est aussi... la réconciliation est un dossier sur lequel on doit travailler dans la perspective d'une élection, d'une future élection réussie? Voilà, ça, ce sont les bases qui doivent être posées avant d'aller au scrutin. Parce que ce n'est pas seulement en Guinée. Aujourd'hui, il y a ça aussi au Togo. Il y a ça également en Côte d'Ivoire. En Libye, il y en a. Voilà, en Libye, c'est les clans. Les clans, il y a les du Tripoli quelque part, Benghazi. Et puis récemment, la Saïd, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi carrément Seba pour démontrer une sorte de réconciliation, d'unité, une sorte de réconciliation. Maintenant, c'est un travail qui doit être déjà au préalable fait au Mali. C'est pourquoi je disais, en Guinée, excusez-moi, c'est pourquoi je disais tantôt que si les travaux préalables ont été bien faits, même dans 2 mois, 1 mois, on peut aller aux élections. Oui. Maintenant, Doumbouya, d'un côté, et la réconciliation nationale, unité nationale aussi de l'autre côté. Quel travail qui est en train d'être fait aujourd'hui? Tu sais, l'Afrique a été beaucoup déchirée par ces genres de tribalisme. Et je suis de l'eau, je suis du nord, tu es du sud. Mais quand tu vas dans les pays développés, il n'y a pas ça. C'est ça qui retarde même l'évolution de l'Afrique. Quand tu vas aux États-Unis, par exemple, tu viens d'où? Tu viens de Caroline du Nord, de la Californie. Je suis américain, point barre. Je suis français, point barre. On doit arriver aujourd'hui à dire ça aussi dans nos pays. Je suis togolais. Tu es Kabier, je ne suis pas Kabier, je ne suis pas élevé, mais je suis un Togolais. Tu es Peul, tu es Malinké, tu es... Non.
je suis un Guinéen. S'ils arrivent à créer cette base, je pense que tout va être bien fait dans ce pays. Donc, et dans les brefs délais aussi. Donc, cette crise qui gangrène nos pays depuis fort longtemps, ça doit être un travail de base que tous les gouvernants doivent faire et également aussi que toute la population aussi doit faire de leur côté. Oui. Si c'est fait, je pense qu'on ira aux élections en Guinée et il n'y aura même pas de problème. Que ce soit Doumbouya qui gagne, que ce soit un civil qui gagne, il y aura une paix. C'est la base quand même de tous nos pays africains. Il faut arriver à unifier le pays d'abord avant de faire toutes sortes d'actions. Ce dossier doit aussi préoccuper la transition. Oui, la réconciliation doit beaucoup préoccuper aussi la transition. Déjà, il y a un signal positif parce que les anciens présidents, l'ancien putschiste, le capitaine Dadis Camara et puis l'ancien président, le général Sekouba Konaté, ont l'autorisation de rentrer au pays. Oui. Donc ça veut dire que c'est un signal donné. C'est un signal donné, c'est un appel lancé par Doumbouya à toutes ces personnes-là qui sont en exil, à toutes ces personnes-là qui ont fui le pays parce que à un moment donné, ils ont été poursuivis. C'est un signal fort donné pour la réconciliation. Et c'est un chantier que je pense que Doumbouya est en train de mener. Il y a le dossier judiciaire, vous savez ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Oui. 157 morts, 109 femmes violées. On n'a pas encore le procès. La CPI a fait une visite il y a quelques jours et demande que le procès soit organisé dans les 3 mois à venir. C'est aussi un gros dossier. C'est vrai que avant la réconciliation, il faut l'étape justice. Il faut l'étape justice. Il faut trouver les responsabilités. Il faut trouver les responsabilités et réparer les torts. Réparer les torts avant la réconciliation. Mais je pense que Doumbouya est sur ce chantier. Bon, d'autres diraient qu'il faut une amnistie totale, générale, pour oublier le passé. Même non, il y a des gens qui ont perdu des vies, il y a d'autres qui ont des dégâts jusqu'à ce jour. C'est une étape importante aussi à franchir. Il faut franchir cette étape-là. Et avant de parler de réconciliation, c'est normal. Après chaque crise, il y a toujours cette étape-là des responsabilités, de situer les responsabilités, de faire la justice, de réparer les torts et de se réconcilier. Nous-mêmes ici, on a eu la CVJ, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Donc, il faut peut-être un comité là-bas, peut-être pour mener les choses à bien. Sur ce dossier. Vincent Méganville, Noël Adabadi, ce que je vous propose, c'est de marquer la pause. 10 minutes. Et on suit ensemble le journal et on revient pour la seconde partie. Merci.